Om Shanti. Bonsoir à toutes et tous. Nous allons commencer par une méditation, comme d'habitude. J'espère que tout le monde est bien installé, que tout le monde a passé une bonne soirée, en commençant déjà par une bonne journée, évidemment. Et donc, ouais, une petite méditation pour commencer et revenir sur le sujet du temps qui a déjà été abordé à deux reprises précédemment. Donc, bienvenue, bienvenue. Et donc, vous connaissez le principe. Je me pose tranquillement. Je respire de façon fluide. Je me remercie moi-même de m'accorder ce temps sacré. Je remercie la vie elle-même de me permettre de vivre ce temps de reconnexion avec ce qu'il y a de plus élevé en moi-même. Et puis, je commence à nourrir mon esprit de pensées élevées, comme par exemple que je suis un être de sérénité, je suis un être de quiétude, je suis un être de paix. Et mon esprit peut se focaliser sur le point de lumière, soit à l'écran, soit sur l'écran de mon esprit ou dans mon cœur. Si d'autres pensées viennent qui ne concernent pas l'instant présent, qui sont reliées à mes rôles, à mes responsabilités, à tout ce qui occupe d'habitude mon quotidien, eh bien, je les laisse passer. Je reviens à cette affirmation qui est une affirmation reliée à ce qui est vrai, c'est-à-dire que je suis un être de paix, je suis un être de quiétude, je suis un être de sérénité. Et je ressens ceci de plus en plus en moi. Je ressens cette énergie qui est là et qui nourrit à la fois mon esprit et aussi chacune de mes cellules, qui nourrit chacun de mes atomes physiques. Et si mon esprit continue d'être espiègle, de retourner dans le passé ou d'aller dans le futur, je lui dis de se calmer, je lui dis qu'il pourra reprendre, s'il le veut, sa sarabande tout à l'heure, mais que là, ce moment est trop important et je lui demande de coopérer. Je lui rappelle que c'est moi son maître, c'est moi son souverain. Et petit à petit, l'esprit commence à coopérer. Petit à petit, l'esprit vraiment va dans les profondeurs de la paix. L'esprit vraiment
va dans la quiétude, le calme. Et j'apprécie ce calme, j'apprécie cette quiétude. Et en plus, comme nous sommes plusieurs à méditer en même temps, nous sommes connectés les uns aux autres d'une certaine façon et nous nous aidons les uns les autres. Nous allons encore plus profondément dans la paix, nous retrouvons notre vraie nature. Il n'y a vraiment rien à faire, juste à être, juste à se poser et juste à rayonner comme cette étoile qui me représente, qui représente aussi la source. Je ne force rien, je guide gentiment mon esprit. Reste là, tranquille, et ressens ta vraie nature, ô mon esprit. Et puis petit à petit, je redéploie un niveau de conscience dans l'instant présent, relié au monde qui m'entoure davantage. Donc, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette première méditation, peut-être que vous aviez déjà médité auparavant, va bien. Et donc, pour l'atelier de méditation de ce soir, eh bien, nous allons enchaîner sur le sujet passionnant du temps, hein, le sujet passionnant du temps, un sujet qui fascine l'humanité justement depuis la nuit des temps, qui a façonné les philosophes, qui a façonné les grandes religions, qui a façonné les, les grands esprits et aussi les esprits plus humbles comme nous-mêmes, car je pense que nous pouvons nous qualifier de d'humbles esprits par rapport à tous les grands penseurs qui ont existé et peut-être qui existent encore.
Donc, dans une première séquence, hein, il y a quelques semaines, on avait souhaité trouver des solutions, des recettes pour échapper à la tyrannie du temps subjectif, hein. Et l'idée, c'était de se dire, eh bien, au quotidien, beaucoup parmi nous, actuellement, et cela dure déjà depuis un certain temps, hein, ont l'impression de courir et d'être pris dans un rythme incessant de tâches à faire, justement de rôles à jouer, de responsabilités à exercer, de relations, et produisent beaucoup, beaucoup de pensées. Et on avait vu, évidemment, que la méditation peut permettre de sortir de ce cycle infernal. Et c'est ce qu'on avait appelé le temps chronos donc le temps chronos, c'est le temps justement qui nous mange, hein. Et c'est par rapport au temps kéros, le temps justement sacré, le temps qui a du sens, le temps aussi ou le moment opportun, faire les actions au bon moment, faire la bonne action au bon moment, avoir l'intuition, etc. Et la méditation peut aider à développer cette, cet état d'esprit plus relié au temps kéros qu'au temps chronos. Deuxième séquence, nous avons souhaité échapper ou voir s'il était possible d'échapper à la tyrannie du temps global. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'effectivement, on est à une époque où on est submergé notamment de données, on est submergé d'informations, même quand on essaye d'avoir une bonne écologie par rapport à ça, même quand on essaye d'avoir une bonne diète par rapport à tout ça. De toute façon, on est rattrapé par l'avalanche d'éléments et d'informations qui sont chaque jour déversés un peu par tous les moyens techniques que l'être humain a déversés. Plus nos vies aussi sont davantage complexes, hein, pour la plupart d'entre nous. Nos vies sont davantage commandées aussi par des événements imprévus dont la fréquence aussi semble augmenter. Et ce qu'on avait vu, c'est que en prenant une vision globale du temps, eh bien, puisque ça a l'air d'être comme ça à peu près partout sur la planète, il serait vain de résister, il serait vain de se lamenter. C'est comme si on était tous pris par un fleuve là dont la vitesse augmente. Et comme nous sommes pris dans ce fleuve dont la vitesse augmente, évidemment, comme c'est un fleuve très, très, très puissant, on ne peut pas remonter ce fleuve et on ne peut pas s'opposer à ce flot. Donc, on avait proposé l'idée du rocher dans la rivière ou du rocher dans le fleuve. Je peux devenir chacun de nous ici, hein, c'est bien, donc nous sommes une bonne douzaine connectés ce soir, chacun de nous peut devenir un rocher dans ce fleuve qui défile de plus en plus vite. Donc un rocher pour soi-même, un rocher pour les autres, c'est-à-dire je vis selon mes valeurs les plus profondes. Je suis dans le don autant que possible. Je reste dans la positivité autant que possible, dans l'optimisme autant que possible, quoi qu'il arrive. Je reste connecté à la source le plus possible. Il y a beaucoup de façons de devenir ce rocher dans la rivière. Et donc, voilà, là, il s'agissait de trouver des moyens de développer un état d'esprit pour échapper à ce temps global qui va de plus en plus vite et qui semble, ce fleuve semble, comment dirais-je, sans vouloir être trop catastrophiste, mais semble s'approcher vraiment d'un précipice. Et après, ça va devenir une vraie, vraie chute d'eau, hein. On voit ça dans les films, parfois les héros qui s'approchent de la chute d'eau, qui sont sur un frêle esquif, et ils n'ont pas toujours la possibilité d'y échapper. Bon, là, c'est un petit peu l'impression pour pas mal de personnes. Donc voilà, devenir un rocher pour soi-même et pour les autres. Ce soir, ben, on va reprendre un peu cette image d'un temps global, justement, qui traverse différentes phases, hein. Et alors, on le voit effectivement avec ce visage, hein.
Je pense que personne d'entre nous hein, n'a encore trouvé le secret de l'ambroisie ou le secret du nectar, justement, qui rend immortel et qui empêche de vieillir. Donc, bien sûr, il y a des tas de crèmes qui existent. Il y a des tas de produits peut-être qui peuvent ralentir un petit peu le vieillissement, mais a priori, hein, petit à petit, il va y avoir de plus en plus de rides, les cheveux vont blanchir, etc. Enfin, le processus du vieillissement est bien connu. A priori, dès qu'un être humain naît, il vieillit. Ce qu'il y a, c'est que quand on est jeune, justement, les cellules qui vieillissent sont remplacées, alors que plus on vieillit, moins bien elles sont remplacées. Donc, il y a effectivement, a priori, pour tous les organismes, ce processus de passage du temps et on appelle cela, alors notamment quand on parle des organismes physiques, on appelle cela l'entropie, hein. Donc c'est une des lois de la thermodynamique qui nous dit que plus le temps passe, quel que soit le système considéré, alors normalement c'est le système isolé considéré, hein, eh bien le désordre va augmenter, le chaos va augmenter. Et plus le temps passe et plus le temps passe, plus on va aller vers un chaos maximal. Et on voit bien, plus on vieillit chez les êtres humains, c'est là qu'apparaissent justement des désordres de plus en plus forts, a priori, chez la plupart d'entre nous. Mais cette entropie, ici, l'hypothèse, et donc c'est une hypothèse qui vient des grandes traditions orientales, notamment des grandes traditions reliées à l'Inde, hein, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le bouddhisme. Mais il faut savoir que aussi auparavant en Occident, cette hypothèse était la plus communément admise. Aussi d'ailleurs dans les Amériques, au moins la Mésoamérique et l'Amérique du Sud, que a priori l'humanité était plutôt sur une trajectoire qui était descendante, hein. Donc c'est une perspective qui est totalement à rebours de la perspective occidentale qui existe surtout, on va dire, depuis le siècle des Lumières et depuis notamment le 19e siècle avec Darwin, que vraiment l'humanité a été en progressant et que le futur serait toujours meilleur. Bon, on voit bien qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui doutent que le futur, en tout cas au moins le futur proche, sera meilleur et qui ont des doutes même carrément sur le, la beauté du futur qui nous attend. Donc, ça peut être intéressant, au moins pour ce soir et pour cet atelier de méditation, de se dire, ah ben tiens, peut-être que cette loi de l'entropie, elle s'applique aussi, elle peut s'appliquer aux sociétés humaines. Cette loi de l'entropie, elle peut s'appliquer à des structures aussi complexes que des civilisations. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre l'entropie? Et vous avez peut-être une idée par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour lutter contre ce chaos qui grandit? Ben, je vais vous poser une question, par exemple, si vous avez un portable, voilà, si vous avez un portable, eh ben, l'entropie, tout simplement, c'est qu'au fil du temps, la batterie de votre portable se décharge. Qu'est-ce que vous faites pour, du coup, recharger le portable? Donc, n'hésitez pas à répondre dans... Alors, on peut, oui, à faire grandir l'âme. Merci Stéphane. Donc, j'imagine c'est Stéphane de Lyon, ou en tout cas de la région lyonnaise. Faire grandir l'âme, ouais. Mais comment exactement? Voilà, il y a un autre grand principe. Merci beaucoup, hein. Donc, en fait, c'est tout simple, hein. Pour amorcer le processus qui s'appelle de négantropie pour remettre de l'ordre, pour contrecarrer
cette entropie qui est là, qui nous affecte tous et qui affecte tous les systèmes. Il faut recharger, effectivement. Il faut recharger. Alors, ça pourrait être aussi ranger, hein, une pièce qu'on ne range pas. Un repas qu'on termine où on laisserait les assiettes avec les restes dans les assiettes, etc. Bon, là, on serait dans la création très forte d'entropie. Ben non, justement, on va laver, on va ranger, on va remettre de l'ordre parce que effectivement, l'action même de préparer le repas et après de manger, etc., a créé par la force des choses de l'entropie. Je porte des vêtements aussi, ils vont se salir, je vais les laver. C'est un processus aussi qui permet de lutter en partie contre l'entropie. Mais on le sait, là, bon, on voit une batterie sur le, sur la diapo. Euh, on ne peut jamais véritablement retrouver la pleine charge. On ne peut jamais retrouver 100%. Au fur et à mesure du temps aussi, la batterie elle-même, la pile elle-même va perdre de son pouvoir de recharge, hein, quand il s'agit de piles rechargeables. Et ça, effectivement, c'est un défi sur lequel les scientifiques travail. Mais nous, en tout cas, effectivement, tout au long de la journée, parce que je parle avec différentes personnes, que ce soit donc à distance ou que ce soit en présentiel, parce que j'agis, parce que je joue encore une fois mes rôles sociaux, familiaux, etc., etc., ma batterie intérieure se décharge. Et effectivement, dans le radio yoga, on va dire que bien sûr, je peux la recharger de différentes manières. Si je fais peut-être un moment de sport, un sport qui me plaît bien, un sport qui me permet vraiment d'activer mon corps, je vais peut-être recharger en partie. Bien sûr, si je passe un bon moment avec des personnes que j'apprécie aussi, je vais recharger. Si peut-être je lis un bon livre, etc., etc. Mais puisque nous sommes des âmes, vous savez, c'est la perspective forte du Raja Yoga de dire que nous sommes avant tout des âmes, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience dans ce monde matériel via ces corps. Eh bien, la seule façon, oui, le temps de soleil, de soleil, oui, le temps de soleil peut-être quand il y a du soleil, effectivement, tout à l'heure j'ai été prendre du soleil avec une amie, effectivement, c'était bien agréable parce qu'il y avait un beau soleil. Mais le temps de sommeil aussi, c'est sûr, hein, et on le sait que notre société est en manque de sommeil, hein. Les générations actuelles dorment au moins 1 heure de moins en moyenne que les générations d'avant, qui n'étaient pas stupides, hein. Et c'est un problème. Il y a la qualité de sommeil qui n'est plus aussi bonne, la quantité de sommeil qui n'est pas suffisante. Ça peut générer des maladies, à la fois psychologiques et puis physiques. Ouais, tout à fait. Mais par rapport à l'âme, qui se recharge effectivement, évidemment, pendant la nuit aussi, le sommeil et la nourriture va recharger l'âme, mais la recharge ultime, ça va être la connexion à la source. Pourquoi? Parce que, bah, peut-être vous le savez, pourquoi c'est la, la recharge la plus efficace va se produire quand je me connecte à la source? Est-ce que vous avez une idée ou est-ce que vous pourriez avoir une idée ou une intuition peut-être par rapport à ça? La lumière, ok. Donc, vous voyez, là, on a des confrères, l'amour et l'énergie, ouais, ok. Donc, on a des confrères aussi qui parlent aussi de se recharger, donc quelque part de faire le plein. La différence entre ces confrères et nous, ben, je dis ça, je dis rien, c'est que euh, les activités du Raja Yoga sont totalement bénévoles. Bon, a priori, pour ces confrères-là, au bout d'un moment donné, il va falloir payer. Mais pour revenir au sujet, effectivement, le, un objet ou un ensemble ou un être ne va pouvoir véritablement se recharger que s'il se connecte à une source d'énergie qui est plus élevée.
Ok. C'est pour ça que dans le Raja Yoga, on est très, très clair là-dessus. Et on propose, bien sûr, aux personnes d'essayer de se dire, je ne peux pas véritablement me recharger par l'intermédiaire de la nature. Parce que, encore plus à notre époque, la nature est très polluée, la nature est très dégradée. Donc oui, je peux me sentir bien dans la nature, il y a encore des coins dans la nature, il y a encore des moments, des situations dans la nature qui vont faire que je vais me sentir bien. Tant mieux, ça c'est super. Si vous pouvez en profiter, si moi je peux en profiter, je ne vais pas hésiter. Mais la véritable recharge de l'âme, c'est avec la source, qui est la seule source d'énergie à l'heure actuelle, qui est complètement pure, qui est complètement non viciée, qui est complètement justement élevée, qui a ce potentiel de recharger toutes les âmes. Et actuellement, il y a 8 milliards 200 millions d'âmes sur Terre. Donc, il n'y a que la source véritablement qui peut me recharger. Et c'est pour ça que ça s'appelle Raja Yoga, la relation avec la source. C'est la relation avec le suprême, avec l'être le plus élevé dans l'univers. C'est ça véritablement qui va me recharger. Alors, je vais arrêter le partage juste quelques secondes avant de le reprendre, ce qui me permettra aussi de partager un peu d'audio. Alors, excusez-moi, tac, je vais peut-être être obligé de faire différemment. Tac. Donc, on se recharge avec la source, OK? Et là, on va le faire justement, une petite méditation, mais là, alors excusez-moi, je, parce que, excusez-moi, ouais, je remets le partage audio parce qu'il s'était de nouveau enlevé, tac, excusez ces petites, voilà. Et donc là, je vais mettre un petit peu de musique. J'espère que vous l'entendez. Normalement, vous devriez l'entendre. Oui, good. Donc c'est un entraînement intéressant. Là, nous étions dans la parole, nous étions dans les pensées, nous étions dans les idées. Et j'essaie de m'entraîner, mais encore une fois, sans forcer, à lâcher prise tout de suite. Et je me souviens de qui je suis. Je me souviens de ce que je suis. Je me souviens que je suis différent de ce corps, différent de tout ce à quoi est relié ce corps. Je sens peut-être l'énergie qui s'anime sur mon front, au niveau du troisième œil. Encore et encore, je me rappelle, je suis un être de lumière, je suis un être immatériel, je suis un être incorporel, bien incarné, mais à l'origine incorporel, et je me relie à la seule entité dans l'univers qui peut complètement me recharger. J'ouvre mon cœur à la présence de la source, j'ouvre mon cœur à cet être complètement bienveillant, à cet être complètement pur, à cet être
empli de félicité et empli d'un amour inconditionnel qui vraiment me nourrit, moi, l'âme. D'autant plus que ma relation à la source est naturelle, immédiate. Nous sommes de même nature. C'est comme si j'étais sous un soleil spirituel, mais c'est un soleil rempli de douceur. Il y a une personnalité dans ce soleil. C'est pas juste de l'énergie. C'est l'énergie qui est emplie de l'amour parfait d'une mère idéale, d'un père idéal. Non seulement je m'emplis de toutes ces belles énergies, mais je les partage moi-même. Je rayonne cela. D'abord vers des personnes, des êtres qui pourraient être dans la difficulté que je connais, puis pour le monde entier. Si d'autres pensées viennent qui ne concernent pas l'instant présent, je les laisse passer. Je reviens encore et encore à ce que je suis. Je reviens encore et encore à la connexion, à la source. Je suis un être de lumière, je suis un être d'énergie, je suis un être de paix. J'apprécie plus que tout ce moment qui me permet de me recharger précisément. Très bien, les amis. Revenons à la conscience plus
aigu de l'instant présent, de la pièce dans laquelle nous sommes aussi, de ce que nous sommes en train de faire. Comment s'est passée cette méditation pour vous? Comment ça se passe le fait d'être absorbé peut-être dans un peu de réflexion intellectuelle? Et puis tout de suite, c'est vraiment un exercice intéressant de dire, tiens, allez, je mets ça de côté et j'essaie de me reconnecter à ma nature profonde. Ça, ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça se passe pour vous. N'hésitez pas à partager, que ce soit à l'audio ou dans la boîte de dialogue, évidemment. Se renouveler, se recentrer. Donc, c'est assez naturel, Stéphane. Nettoyer, ok. Waouh, super, ok. Alignement, waouh, magnifique, ok. Retour à soi et à l'essentiel. Bon, bah, super. Si ça se passe bien, c'est que vous êtes déjà des méditants avancés. En fait, vous avez bien compris que l'idée, c'est pas seulement surtout, encore une fois, dans le monde actuel, hein, dans le monde qui est mangé par ce temps chronos, ok, ce temps qui justement dévore les êtres humains parce que c'est un peu comme si chacun était dans une roue de hamster. Hein. Je dois faire ceci pour moi, je dois faire ceci pour mes proches, je dois faire ceci pour le travail. Même les retraités courent après le temps, hein. On voit ça pas mal, les retraités qui courent après le temps, ce qui est quand même un comble. Et c'est comme si chacun voulait absolument aussi, ou parfois soit souhaite, soit parfois doit remplir absolument ses journées, compresser le maximum d'activités. Donc, encore une fois, c'est comme ça qu'il n'y a plus de place pour le temps kéros. Mais en tout cas, nous, ce que l'on propose, quand je dis nous, donc dans le Raja Yoga, c'est plusieurs fois dans la journée, j'appuie sur le bouton stop, justement, je stoppe le temps chronos et j'enclenche le temps kéros. OK? Et c'est comme ça que je vais éviter de me décharger, que je vais éviter une entropie trop rapide. Hein. Sinon, je peux être épuisé à mi-journée déjà, comme ça arrive pour certaines personnes. Et après, ben, comment je fais? Je vis sur les réserves ou même j'ai plus de réserves et je finis en burn-out. Anthropoïde. Alors, non, oui, c'est plutôt entropie. Alors, attention, hein, je reviens. Alors, je ne vais pas revenir en arrière parce que ce serait comment dirais-je, peut-être un petit peu fastidieux, mais ne pas confondre, je vais le mettre dans la boîte de dialogue, ne pas confondre entropie, ok, que je vais écrire là, l'entropie et l'entropie avec un N, effectivement. L'entropie avec un N, bah, vous savez, il y a une discipline qui s'appelle l'anthropologie. L'anthropologie, donc, c'est une des disciplines qui étudie essentiellement l'être humain, comment il s'est développé, etc., hein, les anthropologues. Et l'entropie ou le principe anthropique, c'est une théorie qui est pour l'instant validée par certains, réfutée par d'autres, qui dit que justement tout l'univers tel qu'il a été conçu, et on sait que l'univers a priori semble immense, hein, c'est ce que nous disent notamment les astronomes, tout l'univers tel qu'il est conçu finalement pour donner naissance à l'être humain sur cette Terre, sur cette belle planète bleue, à un moment donné, donc il y a quelques milliards d'années. Alors justement, là, on est dans la perspective classique qui, encore une fois, existe notamment depuis le 19e siècle, où on descend du singe, et avant le singe, bien sûr, il y a eu les dinosaures. Avant les dinosaures, la Terre était recouverte d'eau, donc il n'y avait que des amphibiens, et il n'y avait que des molécules, des acides aminés, etc., etc. Et donc,
on changerait n'importe quoi dans l'univers, comme par exemple, je sais pas, une constante dans la loi de la gravitation ou n'importe quelle loi de la physique, l'être humain finalement ne pourrait pas exister, hein, parce que là, on voit que la Terre, elle est positionnée à une distance idéale du Soleil, que toutes les autres planètes aussi qui ont une influence sur la Terre et la Terre a une influence sur elle aussi sont positionnées à une distance idéale. Il y a la Lune aussi. Enfin bon, c'est assez incroyable, hein. Mais ça, donc, certains scientifiques vont dans ce sens-là. D'autres disent non, mais on a besoin de davantage de preuves pour accepter ça. J'aurais tendance à dire que dans le radio yoga, on est assez dans cette lignée-là. On pense effectivement que finalement, euh, l'être humain est véritablement quelque part au centre de l'univers. En tout cas, il est au centre de son propre univers. Alors, on peut explorer les autres planètes si on veut, on peut remonter, enfin, on peut essayer d'envoyer des satellites qui vont faire des satellites plutôt, oui, enfin, qui voyagent, pas des satellites, mais des sondes plutôt, qui vont voyager des milliards de kilomètres. Mais euh, c'est d'abord ce qui compte, c'est la vie sur Terre et on est au centre de notre propre univers. Occupons-nous d'abord de bien vivre sur cette planète, de la protéger, de respecter le vivant, etc. D'abord notre vivant. Et l'entropie dont je parlais avec un E, c'est différent, c'est encore une fois, c'est la loi de dégradation de l'énergie. Ok. Et dans tout système, avec le temps qui passe, le chaos augmente, la désorganisation augmente, hein. Encore une fois, on se lève le matin, on a de la bonne énergie, si on a bien dormi, si tout s'est bien passé, etc. Et puis, plus on utilise cette énergie dans la journée, ben, le soir, on arrive, on est fatigué. Alors, on peut recharger, on va faire une sieste ou on va justement faire peut-être une méditation, etc. Mais de toute façon, globalement, plus les années passent, plus nos cellules, de toute façon, ne se renouvellent pas, vieillissent, se désorganisent, il y a des maladies, etc., etc. Et ce qu'on avait vu effectivement par rapport au temps global, et c'est pour ça que cette clé ce soir, cette séquence ce soir, cet atelier de yoga, de Raja Yoga s'appelle donc remonter le temps, c'est qu'au niveau du temps global, eh bien, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, plus on remonte dans le temps, plus on va a priori retrouver des énergies qui sont plus organisées. Ok. Imaginez, voilà, là aujourd'hui on est quoi? Donc on est le 9 juin 2025. Je pense que jusque-là on est d'accord. Imaginez qu'on remonte 200 ans en arrière, à peine 200 ans en arrière. Ben, évidemment, il y a 200 ans en arrière, donc vous êtes en 1825, vous allez sur une plage de la Méditerranée. Et à l'époque, Dieu sait que la plupart des gens, a priori, ne souhaitaient pas véritablement se baigner dans l'eau salée, d'après ce que l'on sait, hein, sauf peut-être les communautés de pêcheurs, et encore. Mais vous allez sur une plage de la Méditerranée, bien évidemment, il y a beaucoup moins de pollution. Là, on sait que tout l'air qu'on respire est empli de tout un tas de pollutions, des microplastiques. On boit de l'eau, que ce soit de l'eau en bouteille, que ce soit de l'eau du robinet, il y a des microplastiques, il y a des polluants chimiques, il y a des polluants pharmaceutiques, etc. Mais imaginez, plus on remonte dans le temps, donc là, je prenais le cas 200 ans, mais après remonter 500 ans en arrière, imaginez la propreté de l'air. Plus on remonte dans le temps aussi, moins il y a de souffrance globalement sur Terre, à commencer par exemple par la souffrance des animaux. Là, on est à une époque où c'est l'enfer pour des milliards d'animaux chaque jour, hein, qui sont oxy, que vous preniez les animaux qui sont dans les océans, dans les mers ou sur les terres, et puis qui sont élevés dans des conditions effroyables, etc. Et si vous voulez, si vous avez une vision systémique, à partir du moment où il y a des éléments, donc encore une fois, qui sont moins désorganisés, qui sont plutôt, comment dirais-je, oui, c'est ça, moins désorganisés, moins chaotiques, eh bien, si certains des éléments d'un système, et globalement on est dans le système Terre, justement, nous les êtres humains,
on est en interaction, encore une fois, avec la nature, ok, on est en interaction avec les éléments, avec les animaux. On peut imaginer, mais encore une fois, c'est une hypothèse que je vous propose, qu'à partir du moment où les animaux souffrent moins, à partir du moment où les éléments aussi sont moins pollués, nous-mêmes, en fait, et c'est probablement nous qui sommes le moteur de tout ça aussi, nous fonctionnons de façon plus harmonieuse, hein. Donc, à l'intérieur de nous-mêmes et je dirais, dans les sociétés, hein. Donc, on sait qu'a priori, euh, la question du sens est beaucoup plus immédiate. Là, il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'il n'y a pas de sens, hein. Et alors que, il y a quelques siècles, la question du sens était immédiate. J'appartiens à une communauté, je crois à un dieu ou je crois à différents dieux, j'appartiens à une corporation, même si je suis parmi les plus pauvres des pauvres aussi. Il y a une certaine fraternité. Et attention, je ne suis pas dans l'idyllisme, hein, mais on sait que de nos jours, dans nos sociétés qui sont justement, puisqu'on parle de l'Occident, là c'est Caroline qui en parle, hein, en Occident, alors qu'on a tout, on tourne des boutons pour la plupart d'entre nous, on a de l'eau, on appuie sur un bouton d'électricité, mais les gens se sentent seuls. Par exemple, il y a des gens qui ont tout, mais qui se sentent seuls, hein. La solitude, c'était très certainement, nous disent les historiens, les sociologues, etc., beaucoup plus rare auparavant parce qu'on était toujours intégré au sein d'une communauté. Ça n'empêche pas qu'il y avait des problèmes, ça n'empêche pas qu'il y avait la souffrance, mais il y a des chances aussi que plus on remonte dans le temps, plus l'être humain avait aussi une résilience qui était plus forte. Donc, il n'y avait par exemple pas la peur de la mort qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas la même peur de la souffrance aussi, parce que effectivement, la souffrance était tellement généralisée on devenait fort très très vite. Mais ce qu'on vous propose ici, et c'est pour ça qu'on parle de remonter dans le temps, c'est que plus on remonte dans le temps, plus on va aller à une époque où eh bien, tout est tellement pur que ben, on va parler d'un âge d'or, en fait, hein. C'est le printemps de l'humanité. Le printemps de l'humanité, c'est là où il y a une harmonie incroyable à l'intérieur de chaque âme humaine et avec la nature environnante. Et bien sûr, il y a aucune violence, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune guerre. Même les mots de guerre, les mots de violence, de police, de justice, etc., n'existent pas. Et tout ça, encore une fois, ça ne vient pas de l'extérieur, c'est-à-dire on est là dans un principe justement anthropique, mais avec un A, c'est-à-dire que plus la conscience humaine est élevée, plus elle est connectée avec ses valeurs profondes, et c'est ce que l'on fait là quand on médite, plus il y a des chances que son environnement aussi reflète cette harmonie, cette paix qui est à l'intérieur, hein. Et on peut imaginer quand il y a un ensemble de consciences humaines qui sont justement dans leur âge d'or intérieur, eh bien que ça crée un âge d'or extérieur. C'est pour ça que méditer, en tout cas la méditation telle qu'elle est proposée par le Raja Yoga, c'est un peu remonter dans le temps. Parce que bien sûr, je peux trouver la paix en méditant, je peux me relaxer, etc. Mais il y a un autre but. C'est pour ça que le Raja Yoga vous propose d'aller plus loin. Un autre but, c'est de retrouver ma nature originelle et éternelle, qui est quelque part une nature très élevée. On retrouve quand je médite vraiment profondément, je retrouve mon âge d'or, en fait. Et qui sait, peut-être que je peux aider à la recréation d'un âge d'or. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un hiver terrible, mais comme on l'a vu, c'était peut-être il y a 2 ou 3 semaines avec le temps global, on ne peut rien faire contre cet hiver terrible. On peut devenir des rochers, c'est-à-dire être stable, être de plus en plus serein, et en même temps préparer le retour du printemps. Je prépare le retour du printemps chaque fois que je me reconnecte à mon âge d'or,
intérieure, chaque fois que je me reconnecte à mes énergies les plus élevées. Et je vais vous proposer, donc, on va terminer par une méditation. Donc, rappelons-nous, hein, rappelons-nous que euh, beaucoup de traditions, jusqu'à un point très récent, justement, hein, jusqu'à probablement, encore une fois, ce que les Occidentaux ont appelé les Lumières, hein, mais maintenant ce terme-là aussi est remis en question et déconstruit, comme l'on dit. Beaucoup de traditions considéraient au contraire que donc l'être humain n'était pas allé en progressant, mais que justement était plutôt allé en descendant, hein, qu'il y avait eu une chute. C'est pas seulement la tradition chrétienne. Dans beaucoup de civilisations, il y a eu ces contes, ces légendes, ces mythes qui disaient qu'au départ, il y avait quelque part une race de femmes et d'hommes parfaits, pas forcément des dieux et des déesses, hein, mais en tout cas des êtres parfaits qui vivaient dans l'harmonie. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il y a eu la fameuse chute, hein, qui a été reprise, bien sûr, chez chez nos amis chrétiens. Donc, méditer, c'est remonter dans le temps. Méditer, c'est se reconnecter à cette tâche d'or à l'intérieur de moi-même. Et qui sait, peut-être que si je me reconnecte à cette tâche d'or à l'intérieur de moi-même, donc je remonte dans le temps, eh bien, de plus en plus, je vais être capable de, comment dirais-je, de créer, peut-être au minimum autour de moi, puis qui sait, peut-être après, si on le fait collectivement, on va peut-être bien pouvoir recréer un printemps dans ce monde qui en a bien besoin. Juste avant la méditation, peut-être je vais vous lire quelques phrases d'un très grand auteur russe qui s'appelle Dostoïevski, qui a écrit des œuvres magnifiques, bien évidemment, mais il a écrit un petit livre qui est beaucoup moins connu, un petit récit un peu fantastique, qui s'appelle Le rêve d'un homme ridicule. Je vous recommande de le lire parce il illustre totalement, je vais mettre le titre, Le rêve d'un homme ridicule. Il illustre totalement notre propos où il relate qu'à un moment donné, dans une sorte de voyage onirique, il rencontre sur une autre terre qui serait un peu la jumelle de cette terre, une civilisation qui est véritablement la civilisation parfaite, qui serait la civilisation justement de l'âge d'or. Alors, avant, ça peut être un prélude à la méditation. Alors j'ai vu cette terre, donc c'est Dostoïevski qui parle, où tout était exactement comme chez nous. Mais, semblait-il, tout irradiait une espèce de fête, une gloire grandiose, sacrée, enfin atteinte. Une mer d'émeraude caressante clapotait doucement sur la rive et l'embrassait avec amour, un amour évident, visible, presque conscient. De grands arbres splendides se dressaient dans toute la splendeur de leur frondaison, et leurs feuilles innombrables, j'en suis persuadé, me saluaient de leur bruit doux et caressant, et semblaient prononcer je ne sais quelle parole d'amour. Les prairies flamboyaient de fleurs éclatantes et parfumées. Des oiseaux par volées venaient traverser l'air et sans me craindre, ils se posaient sur mes épaules et sur mes mains et me frappaient joyeusement de leurs jolies petites ailes frissonnantes. Et finalement, je vis et je connus les hommes de cette terre heureuse. Ils vinrent vers moi d'eux-mêmes. Ils m'entourèrent, ils m'embrassaient. Les enfants du soleil, enfants de leur soleil, qu'ils étaient beaux. Jamais je n'avais vu sur notre terre une pareille beauté dans l'être humain. Seuls peut-être nos enfants, les toutes premières années de leur vie, peuvent porter un reflet, même éloigné, même faible, d'une beauté pareille.
Les yeux de ces hommes heureux luisaient d'un éclat lumineux. Leur visage irradiait la raison et une espèce de conscience totale jusqu'à la sérénité. Mais ces visages étaient joyeux. Une gaieté enfantine sonnait dans les voix et les paroles de ces gens. Oh, tout de suite, dès que je vis leur visage, je compris tout. Oui, tout. C'était une terre pas encore souillée par le péché, et il n'y vivait que des hommes et des femmes qui n'avaient pas encore péché. Ils vivaient dans un paradis semblable à celui dans lequel avaient vécu, d'après toutes les légendes de l'humanité, nos ancêtres, avec cette seule différence qu'ici, la terre était partout un seul et même paradis. Ces hommes qui riaient joyeusement se pressaient autour de moi et me caressaient. Ils m'emmenèrent chez eux, et chacun avait envie de m'apaiser. Oh, ils ne me posaient aucune question, mais c'est comme s'ils savaient déjà tout, du moins en avais-je l'impression. Et ils voulaient chasser le plus vite possible toute trace de souffrance sur mon visage. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et même si ce n'était qu'un rêve, la sensation d'amour de ces hommes innocents et beaux reste en moi à jamais, et je sens que leur amour s'épanche en moi, et aujourd'hui, encore, de là-bas. Donc, mesdames et messieurs, ce que je vous propose, c'est que l'on remonte dans le temps ensemble. Faisons un rêve méditatif, comme nous le propose Dostoïevski dans Le rêve d'un homme ridicule. Imaginons que nous-mêmes, grâce au pouvoir du silence, grâce à la capacité à calmer nos pensées superficielles, grâce au fait que nous redevenons souverains de notre esprit, nous sommes en train de nous reconnecter à ce qu'il y a de plus élevé en nous, de plus beau, ce printemps éternel et originel qui est en chacun de nous, la partie la plus élevée de nous-mêmes, la partie avant l'entropie, avant les dommages infligés par le temps, avant la chute. Je suis cet être de beauté, je suis cet être souriant, je suis cet être lumineux, je suis cet être joyeux. Je laisse flotter ces phrases dans mon cœur, je laisse mon cœur s'en imprégner. Et tous ensemble, nous faisons le même rêve où justement nous sortons de l'enfer, ce monde où toutes les créatures souffrent d'une façon ou d'une autre, et les êtres humains en particulier, les animaux, les éléments sont pollués. Nous remontons le temps, un peu comme si nous remontions le cadran d'une horloge à rebours, et nous arrivons à cette époque glorieuse où l'être humain est uni en lui-même. Nous arrivons à cette époque glorieuse où l'être humain est en paix avec lui-même.
nous arrivons à cette époque glorieuse où la bienveillance, l'amour règne à l'intérieur de chaque être humain. Et donc, cet amour se diffuse aussi partout dans la nature. Il y a harmonie entre l'être humain et la nature et des êtres humains les uns avec les autres. Là-bas, il n'y a pas de gestes superflus. Tout est fait de façon légère, au bon moment. Il n'y a pas de paroles superflues. Beaucoup de la communication se fait juste avec le regard, avec un sourire, avec un geste. Le temps est comme suspendu. Nous vivons dans l'éternité. Et évidemment, la mort n'existe pas parce que nous sommes conscients que nous sommes des âmes. Les corps ne vieillissent presque pas, mais un jour, évidemment, il faudra changer de corps et cela se fera naturellement, tranquillement. Nous aurons un rêve que dans la prochaine vie, nous nous incarnons dans un petit corps de bébé, dans un ventre maternel bien douillet, et tout se passera en douceur. Tranquillement, nous quitterons le corps actuel pour intégrer un autre corps. Et nous sommes accueillis par une famille fantastique qui nous invite à danser à nouveau la danse de la vie dans ce printemps qui paraît éternel, la danse de l'harmonie, la danse du bonheur, la danse de la paix profonde, de la beauté profonde. Là-bas, il n'y a pas vraiment d'art où on l'entend à l'heure actuelle, car notre vie elle-même est une œuvre d'art. Mais oui, en même temps, il y a différents arts comme la musique, le chant, la poésie. Voilà les amis, je vous propose de garder vraiment dans votre cœur cette version d'or de vous-même, qui est la version originelle et éternelle, qui est là tout le temps en vous. Elle est tout le temps en nous. Et méditer, en fait, c'est cela. C'est pour ça que méditer, c'est remonter le temps, c'est enlever tout ce qui s'est accumulé au cours du temps, justement, avec l'entropie. Donc là, l'entropie avec un E, l'accumulation, hein, avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire humaine. On parle maintenant beaucoup, par exemple, même si on ne croit pas à la réincarnation, on parle beaucoup de transgénérationnel, etc. Donc il y a des choses qui s'accumulent quand même sur nous. Donc voilà, méditer, je coupe
au travers de ça parce que, et ça, c'est ce que disent aussi les traditions indiennes, hein, Tatvam, tu es cela, ou Hamso, ce que j'étais, Soham, je le redeviens. Alors, il y a d'autres façons d'interpréter ça, mais dans le Raja Yoga, on dit voilà, nous étions ces êtres complets, parfaitement harmonieux. On peut le ressentir parfois de façon trop brève en méditation. Et donc, quand on reconnecte cela, c'est comme si on remontait dans le temps. Et peut-être, qui sait, peut-être qu'on peut recréer ensemble un nouveau printemps. Donc, c'est ce que je nous souhaite. Je vous remercie. C'était très courageux pour un lundi soir qui était férié quand même, hein. Donc, de méditer. Vous auriez pu aller peut-être ailleurs, au cinéma, voir un spectacle, chez des amis, je ne sais pas quoi. Donc, vous avez pris du temps pour vous. Donc, bravo, bravo, bravo. Et c'était chouette de partager ce moment doré avec vous. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Vous savez qu'il y a d'autres programmes pour vous, les matinales, les programmes du soir, etc. Donc, on continue quoi qu'il arrive et on propage ces bonnes énergies vers les autres qui en ont bien besoin. À bientôt. Namasté, Namasté, Om Shanti.